De manière plus générale, je suis passionné par la médecine. Ma femme est médecin, ma fille est infirmière, mon frère est médecin, je suis entouré de médecins. Il se trouve qu'à l'Académie française, j'occupe le fauteuil de Pasteur. Je me suis fait engueuler par mon voisin pendant 12 ans, François Jacob, qui me disait « Comment tu posais tes fesses sur le fauteuil de Pasteur alors que tu ne connais rien ?» Donc j'ai travaillé. Et donc j'ai fait une biographie de Pasteur et j'ai l'immense honneur d'être ambassadeur de l'Institut Pasteur depuis 7 ans. Et c'est à cette occasion que j'ai connu Christine Petit, parce que avec ce qu'elle a créé. Et en parallèle, il se trouve que exactement au même moment où je devenais ambassadeur de Pasteur, je décidais d'apprendre le piano, alors que j'avais jamais fait de musique de ma vie entière, je connaissais rien au solfège, et en même temps je multipliais les spectacles où j'étais en contact avec des musiciens, puisque je racontais des histoires ayant trait à la musique, et notamment on a créé avec Henri de Marquette au violoncelle et Michel d'Alberto au piano, un trio, Fidelio, qui raconte Beethoven sous le signe de la fraternité. Beethoven, la sourdité bien sûr, et donc toutes ces questions-là, une sorte de convergence, à un moment donné où les acouphènes commençant à s'installer dans mes oreilles, et donc étant le signe d'une diminution de l'audition. Et quand je voyais quelqu'un qui disait « on ne va pas s'intéresser simplement aux prothèses, mais remonter à la source », j'étais obligé d'y aller. Je suis sidéré de voir chez beaucoup de gens, chez la plupart, une sorte de paresse de vivre. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à leurs cinq sens. Alors de temps en temps, il y en a qui aiment déguster, mais ma grand-mère était lyonnaise, donc le goût, les papilles, ça compte. Il y a très peu de gens qui touchent, très peu de gens qui caressent. On regarde, mais les écrans qui sont au fond des frontières. Et de manière générale, nos cinq sens, on ne les utilise pas. Et je suis très frappé de voir à quel point les gens disent qu'ils ont peur de la mort. Pas du tout, ils ont peur de la vie. Et donc, dans le temps qui me reste, essayer d'être de plus en plus vivant. Et vivant, c'est-à-dire aussi dans l'audition. Et en plus, la musique, je suis donc évidemment un très mauvais pianiste, mais depuis que je joue si mal, j'entends de mieux en mieux. Pourquoi me serais-je privé de ça? En même temps, j'ai travaillé en tant que juriste et en tant qu'explorateur sur les questions des villes, et donc j'ai vu à quel point on faisait n'importe quoi, et qu'on était agressé en permanence, et qu'on n'osait pas vraiment aborder les vraies questions, parce qu'il y a évidemment la circulation automobile, etc., etc., mais qui parle des deux roues? Qui parle de ces sortes de hurlements de tout pour ma gueule et rien pour les auditions des autres. Et donc c'est ça qui m'intéresse, en disant que c'est à la fois une question de santé personnelle et de santé de ville. Et donc c'est toutes ces questions qui m'intéressent. Donc ne pas seulement voir les conséquences, mais voir les causes. Ne pas seulement voir une source, mais toutes les interactions. C'est vrai que le numérique, c'est comme aussi les livres qui sont numériques. Il y a une sorte de, comme vous dites, une compression. On sent que, voilà, une compression. C'est extraordinaire, comme s'il y avait une hâte comme ça. Et on a une sorte, c'est toujours ce trop qui n'est pas assez. Moi, c'est ça qui me frappe. On est comme ça comprimé, alors que, comme on laisse du temps, c'est la hâte. Et cette sorte de hâte sonore, c'est-à-dire comprimer tout comme s'il fallait résumer. Et tout, ben non, on laisse aller, on donne du temps au temps. Donc comme on donne du temps au temps, il faut donner du son au son.
Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées là. Il y a d'abord la question de la langue qui s'appauvrit. Bon, et pas seulement parce qu'il y a des mots anglais, etc. Moi, ça ne me dérange pas, mais quand on voit qu'il y a de moins en moins de mots, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de nuances. C'est comme si vous aviez une demeure, et on fermait une fenêtre après l'autre. Et donc il y a de moins en moins de lumière qui rentre dans la demeure. Et c'est pareil, et ça va, la demeure, la vision qu'on en reçoit, et la vision qui permet de regarder un peu. Donc il y a une sorte de rétrécissement un peu général qui est en même temps dans, voilà, à la fois de vision, dans le son, dans toutes ces questions-là. Donc je suis extrêmement intéressé par cet approfondissement de sans doute un des sens qui est le plus dédaigné, qui est celui du son. Alors bien sûr, parce que moi j'ai été 20 ans conseiller d'État, donc conseiller d'État, c'est-à-dire magistrat dans l'ordre administratif, mais tout de même magistrat, et il y a des infractions. Il y a des infractions parce qu'il y a des... si la paix est une sorte de propriété, bah, on entre dans la sphère privée de quelqu'un par le son, de même que quand on ouvre une porte et quand on dérobe quelque chose. Quand on me dérobe mon silence, on me vole quelque chose. Donc il y a cet élément-là qui est intéressant à déterminer. Donc déterminer quelle peut être cette agression et comment est-ce qu'on peut contrôler. Donc moi, en tant que quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie dans la détermination du droit, dans le conseil, nous n'étions pas des gens qui fabriquions le droit, mais qui regardions la jurisprudence, etc., etc. Donc ces questions-là me passionnent beaucoup. Donc en même temps que toutes ces questions médicales, toutes ces questions artistiques, etc., il y a cette question de le vivre ensemble, c'est qu'on respecte cette propriété qui s'appelle le silence. Elle a absolument raison. C'est ce genre de choses que l'on oublie. On ne se rend pas compte du luxe que c'est ne pas être dans le bruit en bordure d'une rue passante, d'un périphérique. Et elle dit exactement ça. Et ça veut dire que, bien, cette ségrégation va se reproduire de génération en génération. C'est-à-dire qu'on vit dans le bruit, ben moi je vis dans le bruit, puis moi je vis dans le bruit, puis la génération d'après vivra dans le bruit avec moindre capacité de réflexion, de faire silence en soi-même, faire silence. J'adore ce mot faire silence. C'est comme, vous savez, comme on bourre l'emploi du temps des enfants, c'est pareil. Mais vive l'ennui. Mais si je m'ennuyais pas, j'aurais aucune imagination. On est encore consommer du bruit, consommer des trucs, consommer des images, consommer. Le moindre restaurant, il y a on appelle ça une musique, mais sans arrêt, sans arrêt. Donc ça suffit, on n'est pas obligé quand on mange, on n'est pas obligé d'avoir, en plus de recevoir des tas de trucs dans la musique. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... Vous savez, il n'y a pas seulement ça quand vous y pensez. Au lieu de prêter attention à un seul sens, qui est le goût, on vous met de la musique et en plus, dans de plus en plus de familles, on a supprimé le rituel du repas en commun et on bouffe en regardant. Donc voilà, on tue les sens les uns avec les autres. Alors moi j'aime bien quand il y a des mesures parce que je suis un esprit rationnel et puis j'aime bien quand il y a des mètres qu'on mesure, quand il y a des secondes, tout ça, etc. J'aime bien quand il y a des rythmes, des cadences, etc. Et puis j'adore le mot décibel. Donc c'est alors décibel, centibel, millibel, tout ça.
Et puis belle, il y a un nom de fromage, tout ça, donc ça me va bien. Moi, j'adore ce mot décibel. Donc un petit moment, on dit tiens, on en est là, ça monte, ça descend et tout ça. Moi, ça me plaît tout à fait qu'on sache un peu. Et puis il y a la question aussi, des jeunes qui seront sourds à 30 ans, parce qu'ils ont tellement mis à fond. Et s'ils sont sourds, ça deviendra quelque chose encore plus des esclaves de la consommation. Bien sûr, j'ai remarqué. Mais aussi, j'ai remarqué autre chose, c'est que je fais de plus en plus de spectacles avec des musiciens, où je raconte et ils jouent. Et je prête toujours une grande attention avec la régie des différentes salles dans lesquelles nous nous produisons, pour qu'il y ait un lien très précis entre la parole et la musique. Que la parole soit douce. C'est-à-dire que, et de manière générale, on commence toujours par la musique, j'enchaîne, etc. Mais qu'il y a une sorte de respect mutuel. C'est pas l'un qui l'emporte. Et si j'avais le talent d'un fabuliste, on pourrait dire, voilà, le parleur est le musicien, ou le récitant est le musicien, ou le conteur est le musicien. Savoir comment vous savez, il y a une très belle expression dans la marine marchande. Quand le quart, qui a la responsabilité du bateau, passe voilà, la responsabilité à l'équipe suivante, ils disent « à toi le soin ». Et moi, j'ai l'impression, quand je me tais et quand la musique monte dans les spectacles, mais vous savez, c'est tous les 15 jours, moi, je suis sur scène. Et donc, il y a le silence, je parle et la musique. On est trois. On joue à trois. Il y a un trio. Et quand on réussit, il y a un silence absolu. Moi, plus que la nature, plus que l'absence de bruit, le vrai silence pour moi, c'est une salle entière qui vous écoute. C'est ce qu'on appelle le silence habité, ça. Complètement habité. Et là, récemment, avec une émotion mais inouïe, j'ai eu l'honneur d'être invité à l'Opéra de Nancy, accompagné par une merveilleuse violoniste et une claveciniste non moins merveilleuse. Et j'ai lu des morceaux de mon petit conte vénitien où Vivaldi revient, qui s'appelle la 5e saison, la saison de l'harmonie, et il y avait 1000 personnes silencieuses, absolument silencieuses, et qui se libèrent de ce silence en applaudissant. Et ça, brutalement, ce silence-là est celui de la fraternité.